Et nous revoici aujourd'hui dans une nouvelle émission de Capital. Au programme aujourd'hui, chômage structurel, capital humain et formation professionnelle. Tout cela dans la vision, bien entendu, de Gary Becker. Avant toute chose, qui est Gary Becker? Quelles sont ces notions dont on parle jusqu'à aujourd'hui? Un reportage de Marie-Julie. Gary Stanley Becker, né le 2 décembre 1930 en Pennsylvanie et mort le 3 mai 2014 en Chicago, est un économiste américain. Il est connu pour ses travaux visant à élargir le champ de l'analyse microéconomie à de nombreux comportements humains. Il a obtenu en 1992 le prix de la Banque de Suède en sciences économiques au Weimar de Alfred Nobel, et aussi en 2000 la National Medal of Science haute distinction américaine. Becker est généralement considéré comme un conservateur en politique. Parallèlement à son travail universitaire, il a été professeur à l'Université de Chicago, dans le département de sociologie et d'économie. Il a notamment été parmi les prévisés de la notion de capital humain. Il a développé cette théorie à la fin des années 1950 en collaboration avec l'économiste Jacob Menzer. La théorie de Becker, issue de son livre de 1964, Human Capital, a Theoretical and Empirical Analysis, a servi de base pour développer l'idée d'une possible augmentation du capital humain au cours du temps. Longtemps controversée, ces recherches sont aujourd'hui au fondement de la microéconomie, même la démoéconomie. Le choix d'investissement dans le capital humain par les parents pour un enfant ou par l'individu lui-même au regard des avantages et inconvénients de cet investissement est aujourd'hui une idée bien admise en économie. Aujourd'hui, les jeunes élèves doivent choisir dès leur plus jeune âge dans quelle direction ils veulent aller dans la vie. Toutefois, cette décision n'est pas toujours la bonne à ce moment donné et leurs intérêts peuvent changer. Donc déjà dès le départ, leurs capacités sont mal réparties. En outre, la plupart de ces études trop spécialisées peuvent pousser les gens dans une direction trop rigide, au contenu peu flexible, trop général. En conséquence, la demande et l'offre ne correspondent pas, le chômage structurel augmente. Il n'y a pas beaucoup de place pour les éventuelles modifications ou les adaptations. La formation professionnelle peut donc être un facteur de mauvaise répartition du capital humain. Merci. Nous venons de voir ensemble qui est Becker et quelle est sa théorie. Mais avant toute chose, une définition des termes s'impose. Après tout, le capital humain et le chômage structurel sont des notions quelque peu vastes. Selon sa théorie, quels sont-ils? Un reportage de Louis Bluet. Qu'est-ce que le taux de chômage structurel? Le taux de chômage structurel est un taux de chômage théorique qui ne tient pas compte des effets conjoncturels, c'est-à-dire des fluctuations de court terme directement liées au choc économique. Autrement dit, il s'agit du taux de chômage d'équilibre pour lequel l'offre et la demande de travail ne convergent pas. Dans les années 1960, Milton Friedman a montré que, même lorsque le marché est à l'équilibre, toute l'offre est égale à la demande, un certain taux de chômage subsiste. Ce chômage est dû aux frictions sur le marché du travail où, à un même moment, toute l'offre et la demande ne peuvent s'égaliser. Par exemple, une personne qui perd son emploi mais dont les qualifications ne sont pas celles requises par un employeur potentiel va rester un temps au chômage alors même qu'il existe des offres non pourvues. Qu'est-ce que la formation professionnelle? Selon les dispositions du Code du travail, la formation professionnelle continue recouvre divers objectifs à l'intention des salariés, à savoir favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle, permettre leur maintien dans l'emploi, favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle. Elle a également pour objet de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels ainsi qu'à leur promotion sociale. Cette formation vise ainsi les personnes déjà salariées et vient compléter la formation initiale qui, pour sa part, vise à préparer un emploi avant une titularisation. Si elle fait l'objet d'une législation abondante, la formation professionnelle continue des salariés est également une notion largement prise en compte au sein des accords collectifs conclus par les partenaires sociaux. Différents types de formations existent. Ils peuvent trouver leur source dans une décision de l'employeur ou du salarié lui-même. Ainsi, si les plans de formation sont à l'initiative de l'employeur, d'autres types de formations sont en principe à l'initiative du salarié. Nous l'avons vu ensemble, l'investissement en capital humain est aujourd'hui l'un des plus grands thèmes de la politique publique dans les pays développés. Il semble en effet pouvoir apporter des solutions à plusieurs problèmes auxquels les décideurs politiques ont été confrontés au cours des dernières décennies, à savoir
le ralentissement de la croissance économique dans la plupart des pays occidentaux depuis 1973, la montée du chômage et la polarisation des revenus. L'accumulation de capital humain permettrait en effet des gains de productivité favorables à la croissance et à l'emploi. Cette notion de capital humain pose problème. En effet, d'après ce concept, deux personnes ne valent pas la même chose. Une personne peut être capable de pallier à plusieurs pôles dans une même entreprise ou dans un même secteur d'activité, tandis que l'autre peut être trop spécialisée dans un domaine en particulier. Pour rien au monde, elle ne se séparerait de son vieil appareil argentique. Louise a 27 ans, elle est diplômée de photographie, mais n'a jamais réussi à vivre de sa passion. Au chômage depuis 1 an et demi, c'est de chez elle qu'elle consulte les offres d'emploi, car après 6 mois passés chez Pôle emploi, elle a décidé de décrocher. D'un côté, Louise n'a pas assez cotisé pour obtenir une allocation chômage. De l'autre, elle a trop travaillé pour bénéficier de droits sociaux comme la gratuité des transports. Le sentiment de n'être jamais dans la bonne case. On ne sait pas trop vers où on va, on se dit tiens là il y a un avantage, je tire une ficelle, puis on en perd un autre, et ainsi de suite en fait. Bonjour Louise. Pour éviter de vivre au crochet de son entourage, elle a poussé la porte de cette agence d'intérim. Vaut mieux être ici, trouver un petit emploi qui nous, à la base ne convient pas extrêmement, ne convient pas à notre profil, on n'y colle pas complètement. Mais au moins on est dans une dynamisme, on a un travail, on a des horaires. Dans cette agence, les jeunes diplômés sont de plus en plus nombreux, des chômeurs en quête de job alimentaire, à qui Pôle emploi n'a rien proposé. Pôle emploi rétorque que ses conseillers sont là pour proposer un véritable projet professionnel sur la durée, et que quoi qu'il arrive, il faut toujours rester inscrit. À un moment donné, ils vont peut-être pas être reçus systématiquement au rendez-vous, mais c'est à eux de faire en sorte que Pôle emploi leur propose soit un accompagnement par un prestataire, soit une évaluation du travail, soit une aide ou une aide à la formation. Et dans ce cas-là, s'ils ne sont pas inscrits, c'est plus possible. Donc il faut absolument qu'ils restent inscrits. Mais à l'image de Louise, les chômeurs invisibles sont nombreux, 830 000 en France. Avec les bénéficiaires du RSA et les temps partiels subis, 9 millions de personnes sont aujourd'hui au chômage ou en sous-emploi. Selon les syndicats, Pôle emploi n'a pas les capacités de gérer une telle population. Nous venons de voir ensemble les problèmes dus au chômage et à la formation professionnelle. Mais cette formation professionnelle peut également être une solution. C'est ce que nous allons voir maintenant avec notre reporter Yasmina Oufi. Le chômage structurel qui est lié à des changements de structure économique en France provoque une adéquation qualitative entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution des qualifications dues aux évolutions techniques conduit à rendre inemployable une partie de la population qui ne trouve plus d'emploi correspondant à ces qualifications. Donc il y a une solution qu'il ne faut pas du tout négliger, qui est hyper importante pour résoudre ce problème, c'est la formation professionnelle. La formation professionnelle a énormément d'avantages, que ce soit pour l'entreprise ou pour le salarié. Donc déjà, il faut savoir que tout d'abord, pour le salarié, cela permet d'acquérir une qualification ou un certificat reconnu dans la profession. Ça permet aussi également d'acquérir la reconnaissance de ses compétences au sein de son entreprise. Ça permet aussi de faire évoluer ses compétences et ainsi être acteur de son évolution professionnelle. Ça permet aussi d'augmenter son employabilité dans un secteur, par exemple, sous tension, de garder son poste tout en étant formé. Donc, pour cela, le salarié peut faire notamment une demande de formation au titre du CIF, qui sera mise en œuvre en concertation avec son entreprise. Et il ne faut pas du tout oublier, c'est un regain de motivation pour le salarié. Plus lors de formation comme telle, il arrive souvent que le salarié améliore la qualité de son travail, ça diminue sa résistance au changement, ça améliore sa capacité d'adaptation, ça améliore aussi son ouverture aux autres, ça a un avantage parce qu'il prend confiance en ses capacités, ça incite les autres employés de l'entreprise à suivre des activités de formation et donc ça améliore la productivité générale. Donc la formation professionnelle, c'est également un atout pour l'entreprise. C'est un atout de compétitivité, donc maintenir, accroître la qualification des salariés permet de rester dans la course face aux concurrents. Du coup, l'entreprise aura toujours une longueur d'avance. Donc, il faut savoir qu'un salarié bien formé gagne du temps.
C'est également un outil de fidélisation et d'attractivité. La formation est un très bon outil pour conserver les salariés et limiter le turnover dans une entreprise. Donc il est important de continuer à former le personnel déjà compétent afin qu'il soit assuré de garder son employabilité en restant dans l'entreprise. Cet argument vaut aussi pour recruter par exemple des jeunes ou des cadres très courtisés sur le marché du travail. Donc ils seront davantage attirés par une entreprise qui se soucie de les former et du coup d'accroître leurs compétences. La formation permet de développer donc la motivation des salariés et alors du coup progresser au sein de l'entreprise. Nous venons de voir les nombreux avantages que peuvent apporter les formations professionnelles. Seulement, ces formations ont également de nombreux désavantages et de nombreuses limites. Les principales sont au nombre de 3. C'est ce que nous allons voir maintenant dans notre prochain reportage. Clémence, c'est à vous. Il existe des limites concernant la théorie de Becker du capital humain. On peut énoncer une première critique concernant cette théorie. La relation formation-productivité qui n'est pas toujours vraie et donc pas toujours vérifiée. On peut constater que très souvent, si les candidats les plus instruits sont retenus, c'est parce qu'ils ont déjà été triés par le système éducatif et que de ce fait, ils peuvent être considérés comme meilleurs. Cela revient à dire que l'école a une fonction de tri ou bien de filtre sélectif et peut provoquer un manque de motivation chez les jeunes. On peut également énoncer une deuxième critique. Il faut rappeler le rôle essentiel joué par la segmentation du marché du travail. Le diplôme est lui aussi un facteur de tri, mais en plus, il détermine durablement l'évolution des revenus. Celui qui rentre sur le marché du travail précaire a des chances d'y rester assez longtemps. Cette durée où l'individu subit cette instabilité peut être un indicateur de faible productivité ou même d'incompétence, ce qui va lui nuire par la suite lorsqu'il recherche un emploi. Enfin, on peut énoncer une troisième critique. Avec le développement incessant des nouvelles technologies, les technologies amènent à la destruction de certains postes, alors que de personnes étaient qualifiées pour accomplir cette tâche et avaient effectué des études ou bien des formations dans ce but-là. On peut arriver à dire que les technologies remplacent le capital humain. C'est une nouvelle édition de Capital qui vient de se terminer. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et au prochain sujet. À très bientôt.